Bonsoir à tous. Merci Stéphane de m'avoir invité pour cette occasion. Et je ne vais pas énumérer un catalogue d'étiologies qui amènent à l'instabilité chronique de cheville. Je vais vous livrer un petit peu la vision du médecin de terrain. On connaît tous l'anatomie, et puis ce soir, je ne vous ferai pas l'injure de la rappeler par rapport aux éminentes personnes qui sont ici. Mais il faut vous dire quand même que dans l'instabilité, le clinicien, l'instabilité, il voit dans sa tête être très clair et la séparer entre instabilité avec laxité ou sans laxité. Après, il y a une autre classification, une autre séparation qui est jolie aussi. C'est d'un point de vue fonctionnel, séparer les instabilités mécaniques des instabilités fonctionnelles. Mais on verra qu'il y a une très très grosse intrication. Effectivement, le médecin de terrain, son premier rôle, c'est de faire un diagnostic. Lorsqu'il arrive sur un blessé, il doit connaître la biomécanique, puisqu'il y a quand même une corrélation très étroite entre le mécanisme lésionnel et les lésions anatomiques qui vont en résulter. Ceci dit, quand on parle d'instabilité sans laxité, tout de suite on a tendance à penser au déficit proprioceptif. Il faut bien comprendre qu'il y a une grosse corrélation entre les lésions anatomiques et le proprioceptif. Il y a une publication qui a été réalisée il y a 2 ans qui montre que la laxité elle-même affecte le contrôle neuromusculaire, indépendamment des troubles neurosensitifs. La laxité en elle-même. Alors bien évidemment, les lésions, le dysfonctionnement des muscles périmalléolaires également font partie de ces troubles fonctionnels et proprioceptifs. Et en rééducation, je pense qu'on vous en parlera tout à l'heure, ces déficits proprioceptifs rentrent dans le cadre d'un complexe beaucoup plus global. Aujourd'hui, on parle de feed forward avec anticipation du mouvement à risque. Alors, quand on bilante un joueur en début d'année, et surtout s'il a eu des traumatismes de la cheville, alors bien évidemment, on se focus tout de suite sur la laxité dans un plan frontal, mais il faut connaître les facteurs favorisants qui peuvent aggraver cette instabilité dans le plan frontal. Bien sûr, on parle du mal-alignement de la jambe en varus, mais le mauvais positionnement de l'arrière-pied en varus, là il y a des clichés, les radiologues diront. Moi, je les demande maintenant de façon systématique dans le bilan de pré-saison, les clichés de Méry ou des incidences de Salzman, puisque vous verrez, je vous montrerai un film à la fin, on a beau connaître tous ces facteurs favorisants, mais des fois, quand 2 facteurs favorisants sont associés à une instabilité, malheureusement, ça amène à un mauvais résultat. Je vous en parlerai. La limitation de la flexion dorsale, je la cite pourquoi ? Parce qu'on a longtemps parlé des conflits antérolatéraux, mais les conflits antérolatéraux font, à mon avis, partie des instabilités sans laxité, mais aussi avec laxité. Pourquoi ? Parce qu'ils font le lit de l'instabilité chronique par le déficit de flexion dorsale, de même que la rigidité ou le solaire court. Voilà. Alors, évidemment, je pense qu'on parlera aussi d'instabilité sous-talienne. On la classe généralement dans les instabilités sans laxité. C'est un petit peu une sorte de sujet qui n'est pas très bien connu parce que pendant des années, on a dit quand il y a une atteinte du ligament latéral externe et du faisceau moyen, du faisceau fibulo-calcanéen, on disait une atteinte systématique de la sous-talienne. Une atteinte de la sous-talienne, non, c'est faux. Elle peut arriver de façon bien différente et elle est extrêmement sous-estimée et sous-évaluée. Alors ça, c'était pour montrer la collaboration étroite que nous avons avec les radiologues à Bordeaux, parce que les images viennent donc on voit une rupture du ligament talofibulaire, et puis à droite, un comblement de la gouttière par un conflit et un remplissage fibrosynovial. Voilà. Alors, comment, lorsqu'on est un médecin qui reçoit un joueur, comment on peut détecter une instabilité ? C'est avant tout l'interrogatoire, bien évidemment, on est dans les signes fonctionnels. Et quand on parle de score d'évaluation, c'est surtout, à mon avis, dans des bilans préopératoires, post-opératoires.
une vraie traçabilité. Parce qu'aujourd'hui, quand on lit les publications, on a du mal à se repérer parce que les scores ne sont pas les mêmes. Et ça pose vraiment un souci. Moi, j'avais repéré ce score-là, qui a l'air pas mal, qui est jeune, et je l'ai repéré dans une publication de Stéphane, parce que Stéphane travaille beaucoup là-dessus, sur l'évaluation des post-opératoires. C'est comme ça qu'on arrivera à évaluer ce dont je parle en conclusion, c'est-à-dire les bienfaits de l'arthroscopie, de la reconstruction anatomique sous arthroscopie. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment que nous, les médecins du sport, on se pose la question. La technique de chirurgie ont tellement évolué dans le bon sens qu'il ne faut plus peut-être qu'on ait cette réserve à aller vers la chirurgie. Alors, il y a un autre domaine qui m'intéresse beaucoup en tant que médecin du sport, c'est la rééducation, évidemment. Et il y a des données qui sont quand même extrêmement récentes, notamment dans l'instabilité avec laxité, on a effectivement une augmentation des amplitudes maximales d'inversion et une augmentation de la vitesse d'inversion. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est quand même beaucoup plus discuté, c'est les fameux problèmes de feed-forward et de préactivation du long fibulaire. Il semble effectivement qu'il y ait des déficits de préactivation du long fibulaire dans l'instabilité avec laxité, mais pas dans les autres types d'instabilité. C'est un peu complexe, mais ce que je veux dire, c'est que là aussi, pendant des années, on est resté figé sur une rééducation qui disait voilà, une instabilité, il y a automatiquement une sous-activation des longs fibulaires et on faisait de l'isocinétique. On renforçait en isocinétique, on renforçait, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut, dans certains domaines de rééducation, il faut vraiment ajouter de la cinématique à très haute vitesse pour rééduquer les chevilles, dans les cas d'instabilité sans laxité. Parce que véritablement, on a un déficit proprioceptif. Excusez-moi, je vais vite, mais on pourra en débattre. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il y a 2 ou 3 types de rééducation différentes selon l'instabilité de cheville. Alors, bien sûr, le bilan radiographique, je ne vais pas en parler ici, mais juste dire à mes confrères qui reçoivent des patients, des joueurs en bilan ou de pré-saison en bilan d'instabilité, ne pas oublier que les radiographies se font en charge dans un bilan d'instabilité. Ne pas oublier effectivement qu'il y a des incidences à demander, notamment les incidences de Salzmann et de Méry, qui voient bien s'il y a une déformation, un axe varus de l'arrière-pied. Les radiographies dynamiques, on en a fait un point d'exergue pendant des années. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de faux négatifs et que c'est quand même assez difficile à conclure uniquement par des radios. L'échographie est une aide excessivement positive dans le bilan ligamentaire, synovial et tendineux. Je ne vais pas parler du reste, mais savoir qu'en médecine et traumatologie du sport, effectivement, on doit distinguer les bonnes indications, mais souvent on travaille en équipe. Aujourd'hui, je crois que le bon médecin du sport, le bon traumatologue, il doit savoir s'encadrer. Il n'y a plus une connaissance personnelle, c'est pas possible. Les choses évoluent tellement rapidement que ce qui est magnifique dans notre métier, c'est de pouvoir travailler en équipe, comme sur un terrain. Alors évidemment, dans les bilans, tout à l'heure j'ai parlé de bilan objectif, le monsieur de Miolux est ici, c'est des gens qui travaillent beaucoup sur les bilans dynamiques, notamment on en a parlé hier. Je passe pour venir plus longtemps. Voilà. Là par contre, je voulais m'arrêter sur un type de facteur favorisant de l'instabilité chronique. La lésion chondrale par elle-même est un facteur favorisant de l'instabilité. Et pour ma part, je pense qu'on doit parler plutôt de concept de laxité de la cheville. C'est complexe, laxité de la cheville, puisqu'effectivement, vous avez vu, c'est polyligamentaire, polyarticulaire. Et j'en veux pour preuve que quand vous voyez les traumatismes sur le terrain, vous vous dites que ce n'est pas possible, ce n'est pas que le plan collatéral-latéral qui peut être touché. Dans ce cas, évidemment, par exemple, ça c'est un joueur qu'on connaît bien, parce qu'on l'a rencontré, on l'a vu à la clinique, c'est un joueur de Tottenham. Il se trouve que ce joueur de West Ham, c'est aussi un joueur qu'on connaît très bien. Et effectivement, il y a une rupture totale du collatéral du faisceau antérieur, du moins du ligamentalo-fibulaire antérieur. Et je peux vous dire que les dégâts collatéraux étaient extrêmement importants. Celui de droite aussi, vous le connaissez bien, c'est pour ça qu'il a mis plus de 2 mois et demi, 3 mois pour récupérer de son entorse de cheville. Parce qu'effectivement,
comme voilà, ça c'est un joueur Alexis Sanchez qui joue à Arsenal, qui joue avec sa sélection. Voilà la lésion qu'il avait. Hein. Donc effectivement, il avait une rupture ligamentaire, mais c'est sur un scan qu'on a vu la lésion de la queue du talus. Alors pour finir, je dirais que en tant que praticien de terrain, la cheville, comme le disait Stéphane, est une articulation complexe. Le focus pendant des années, c'était le genou. Pour être un bon praticien du sport, il fallait savoir faire un Lachman, un pivot shift, connaître les indications du ligamentoplastie, connaître les indications de la rééducation. La cheville est extrêmement passionnante parce qu'effectivement, on sent depuis quelques années des hommes extrêmement motivés pour nous faire avancer. Et nous, les médecins du sport, on doit avancer derrière. On ne doit pas rester dans nos traitements orthopédiques. On doit savoir évaluer les différents traitements. Et dans les différents traitements, il y a une chose qui me séduit beaucoup, c'est la reconstruction anatomique sous arthroscopie. Hein. Alors, je ne vais pas la déballer ici, puisqu'il y a des gens qui sont bien plus performants que moi avec un recul différent. Mais moi, j'en attends beaucoup. De même que j'attends beaucoup l'amélioration de la rééducation selon les types d'instabilité. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les protocoles qui se ressemblent énormément. Or, les instabilités ne sont pas les mêmes. On a bien vu tout à l'heure qu'il y avait des vitesses de préactivation qui étaient diminuées dans certains cas d'instabilité et qui ne sont pas diminuées dans d'autres. Donc, automatiquement, la rééducation ne sera pas la même. Mais comme on n'a jamais raison, tout le temps, je veux dire que aujourd'hui, j'ai une vraie réflexion sur l'instabilité chronique, notamment lorsqu'il y a une distension ligamentaire, et je n'hésite pas à demander à provoquer une réunion avec le chirurgien quand il y a un ou deux facteurs anatomiques associés, favorisants. Voilà. J'en ai fini.